En quelques jours, il s'est passé tellement de choses. La France s'est fait attaquer par l'Iran. Les tirs qui ont visé hier un bateau CMA-CGM montrent, de toute évidence, Les États-Unis qui détruisent par dizaines des drones iraniens avec des lasers géants. L'Iran qui va enchaîner avec des centaines de speedboats. Trump qui parle de faire apparaître un soleil au-dessus de l'Iran. Et juste après, on voit leurs sous-marins nucléaires qui balancent des missiles qui peuvent éradiquer un pays de la carte. Juste après que Trump ait parlé de tout ça, on a 2 pétroliers iraniens qui sont fait ouvrir par les États-Unis. On a de nouvelles images du bateau coréen qui s'était fait attaquer par l'Iran. Des histoires de tonnes de pétrole qui seraient soi-disant volontairement déversées dans l'océan. Des proches du gouvernement américain qui auraient profité d'informations pour aller trader et gagner des milliards de dollars. Bref, il y a beaucoup trop de choses à raconter aujourd'hui. Et si tu n'es toujours pas abonné, on est presque 1 million sur la chaîne. Alors oui, je vais vous parler en détail de cette attaque sur la France et de la réponse de Macron, d'Emmanuel Macron et du gouvernement français par rapport à cette situation. Est-ce qu'on va se venger et est-ce qu'on va faire quoi que ce soit par rapport à ça? Mais juste avant, j'aimerais qu'on aborde ce sujet très court des États-Unis d'Amérique qui commencent à utiliser leurs super armes technologiques. Ce sont tout simplement des énormes, des giga lasers, des lasers qui sont invisibles à l'œil nu. J'avais déjà abordé ce sujet avec beaucoup plus de détails dans une vidéo. On a donc l'Iran dans le détroit d'Ormuz qui va essayer de frapper ces navires américains avec des drones, puisque c'est une des choses que l'Iran sait le mieux faire en vérité, c'est de produire massivement des drones qui ne coûtent pas très cher et qui sont extrêmement efficaces. Ça n'a jamais été un problème pour les États-Unis de les intercepter jusqu'à maintenant, ça on le sait, mais il y a quand même un vrai souci sous-jacent à tout ça et qui commence un petit peu à toquer à la porte de Trump, c'est que ça coûte beaucoup trop de thunes. Voilà, quand un drone iranien coûte 15, 20, 30 000 dollars grand maximum à être fabriqué et à envoyer, et qu'en face on soit obligé de tirer des trucs qui coûtent 100 000, 200 000, 300 000 dollars pour les intercepter à chaque fois, c'est pas viable. Et du coup on s'aperçoit maintenant, on voit ces bateaux américains qui vont déployer cette arme d'une nouvelle technologie, et donc cette arme qui va de façon invisible à l'œil nu, mais lancer un énorme rayon en direction d'une attaque de drone, qui peut d'ailleurs intercepter plusieurs drones à la fois s'ils sont relativement proches, et qui va les griller tout simplement, les cramer en fait. En termes de coût, c'est vraiment pas grand chose, ça coûte simplement l'électricité que ça requiert pour être appuyé et pour être activé, donc c'est pas grand chose. Et on va se retrouver avec Trump qui va carrément écrire sur les réseaux sociaux laser, bing bing, il y en a plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début, il y a tout le monde qui se tire dessus, d'accord? On a les États-Unis et Israël qui vont attaquer l'Iran, qui vont tirer sur l'Iran. L'Iran, pour répondre à ça, va à la fois tirer sur les Américains, mais va aussi tirer sur Israël, mais va aussi tirer sur tous ses voisins du Golfe. Et là, on va se retrouver avec les 3 bateaux de l'armée américaine sur place qui vont essuyer d'énormes tirs, bateaux américains qui étaient rentrés puis ressortis plus profondément dans le détroit d'Ormuz. L'Iran va indiquer d'ailleurs qu'elle les a touchés, qu'elle leur a causé des dégâts. Les États-Unis de leur côté vont indiquer que non, il n'y a aucun missile qui les a touchés, mais par contre effectivement ils ont quand même été visés. Et les Américains vont d'ailleurs en rajouter en expliquant que, voilà encore une preuve que l'Iran a brisé le cessez-le-feu qui, je vous rappelle, j'ai l'impression est brisé 15 fois par jour quand même. Et en face, pour que vous ayez quand même la version de tout le monde, je suis aussi là pour ça, sinon c'est pas marrant, l'Iran va tout simplement indiquer que oui, ils ont attaqué, mais ils ont attaqué parce qu'on leur a tiré dessus en premier. Et de toute façon, à la fin, on n'a plus vraiment envie de croire qui que ce soit, parce que tout le monde se tire dessus depuis le début. Moi, je vous lis cette histoire, cette guerre au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, tout ce qui se passe là-bas, n'a plus aucun sens à mes yeux. Je continue à garder un œil dessus, je continue à monitorer tout ça, déjà pour les vidéos YouTube, vous le savez très bien, mais surtout pour mon travail sur le côté, je trade sur les marchés tous les jours, et même si au début j'ai joué quelques coups quand même par rapport au baril, j'ai posé quelques pions, depuis j'ai ressorti toutes mes positions, parce que ça n'a plus de sens, le marché actuellement ressemble à un casino géant, et ça me fait penser d'ailleurs à cette fameuse phrase très connue, comme quoi le marché, la bourse, peut rester irrationnel plus longtemps que tu peux rester solvable. Et dans ce genre de situation, le mot irrationnel, on le saisit sans difficulté. Mais bon, je vais vous en reparler après parce que il se déroule des choses assez marrantes du côté des États-Unis avec des personnes qui auraient gagné miraculeusement des milliards de dollars en ayant toujours la bonne idée et le bon placement quelques minutes avant que Trump annonce le reste des opérations ou bien ce qui allait se passer au détroit d'Ormuz. Bref, on a cette histoire donc avec l'Iran qui tire sur les bateaux américains qui annoncent qu'ils n'ont pas été touchés, l'Iran qui dit qu'ils ont été touchés. Mais en parallèle de tout ça, on a à la fois Trump qui va nous dire ça. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Et puis là, maintenant, on a ces images du sous-marin américain, sous-marin nucléaire, leur lanceur d'engin nucléaire, un truc qui peut balancer des missiles et qui font beaucoup de lumière dans le ciel. Et ensuite, il n'y a plus personne pour regarder le ciel. Ce sous-marin, on vient de le voir dans le sud de l'Espagne. Il y a 2 théories. Il y en a probablement beaucoup plus, mais les plus solides. Premièrement, c'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. Ils ont montré ce sous-marin pour envoyer un message clair, facile à comprendre, du genre, voilà, maintenant on commence à bouger nos sous-marins nucléaires. Il y a une autre théorie aussi qui est
totalement plausible, et ça, j'ai été le voir directement dans des forums de personnes qui sont super calées et surtout super fans du monde maritime. D'après eux, ça pourrait aussi être un transfert obligatoire, et du coup, tu peux pas faire ça sous l'eau, en fait. Voilà, s'ils ont besoin de changer des membres d'équipage, charger des trucs ou quoi, ça sort de la flotte. Bon, on va continuer. Effectivement, la France fait attaquer, ça vient juste après, mais d'abord, on a les États-Unis qui ont ouvert en deux pétroliers iraniens. Alors, le American Command Center, les États-Unis vont indiquer en fait, qu'il y a un blocus américain qui est en place, qui est toujours là, et ces pétroliers-là l'ont pas forcément respecté, donc ils peuvent plus avancer dans l'eau maintenant. Peut-être sous l'eau bientôt, mais en tout cas là, ils sont arrêtés. Alors, j'ai regardé des analyses d'experts, donc c'est pas des bateaux qui devraient couler normalement. Ils étaient normalement vides, mais surtout, ça a été des frappes assez chirurgicales qui directement immobilisent le bateau, mais il reste sur l'eau, quoi. Contrairement au genre de dégâts qui auraient pu être beaucoup plus graves que un bateau coréen inconnu il y a quelques jours, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais un bateau coréen a été attaqué par l'Iran et ça aurait pu extrêmement mal tourner pour l'équipage. Tout le monde s'en est sorti, mais on a de nouvelles images, de nouvelles vidéos aussi de ce qui reste du bateau. Bon, c'est réparable, mais ça devait pas être fun à vivre sur le moment. Avec toutes ces histoires, on a aussi l'Iran là qui fait quelque chose d'assez surprenant, mais surtout quelque chose qui a aussi peut-être fait flipper un petit peu les États-Unis. Il y a cette image, il y a cette narrative que parfois j'ai même colporté aussi sur cette chaîne, parce que à un moment donné, quand on a la CIA, le FBI, le centre de commande américain, les satellites d'autres pays qui indiquent que l'Iran il leur reste vraiment plus grand chose, bon bah c'est facile à dire en vidéo, du coup l'Iran il leur reste plus grand chose. Et c'est vrai, l'Iran il leur reste plus grand chose. Cela dit, il leur reste beaucoup de quelque chose, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et ça, c'est leur speedboat. Dans ma dernière vidéo d'ailleurs, je vous avais dit que des speedboats, ils en avaient sûrement encore un paquet, parce qu'à la base, il y avait peut-être des centaines, voire des milliers de speedboats qui avaient été produits par l'Iran sur les dernières décennies. Donc les speedboats, je le rappelle, ce sont des petits bateaux à moteur qui vont extrêmement vite et qui sont utilisés de différentes manières, déjà pour attaquer d'autres bateaux beaucoup plus gros, comme ça en escadron, ils appellent ça d'ailleurs les escadrons de moustiques, mais on sait aussi que ces bateaux sont utilisés pour déposer des mines un petit peu en loose day, comme ça en pleine nuit, ils vont aller super vite, ils vont en lâcher 3 ou 4, le maximum que ça peut porter par exemple, et puis ils vont rentrer au bercail, recharger et faire ça comme ça plusieurs fois. Eh bien, on imaginait qu'il en restait peut-être, je sais pas moi, 30, 40, 50, 60, va savoir, mais là, l'Iran d'elle-même a posté des images, et avec fierté en vérité, comme quoi il en restait des centaines de speedboats, et ils les ont sortis pour faire un joli tour comme ça du détroit, montrer un petit peu qu'ils étaient encore présents, qu'ils pouvaient encore rester longtemps et tenir dans cette guerre qui devient une guerre d'usure en réalité. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que là on n'essaie pas de mesurer lequel des pays a la plus grosse, d'accord. On sait très bien que les États-Unis ont l'armée la plus puissante du monde, et on sait très bien que si ils le décidaient du jour au lendemain, ils pourraient arrêter ça en un claquement de doigts, mais de la même manière que la Russie pourrait le faire en Ukraine. Ce n'est pas ce genre de conflit, ce n'est pas ce genre de guerre, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un conflit qui est beaucoup plus problématique, parce que le but en fait c'est de mener à terme des missions spécifiques, là en l'occurrence par rapport au détroit d'Ormuz. Donc les États-Unis d'Amérique, ils sont obligés de jouer aux règles du jeu actuel. Et là les règles du jeu actuel, c'est d'être avec des bateaux dans le détroit d'Ormuz, alors qu'en face, au final, il y a des centaines de petits bateaux rapides armés du côté iranien qui peuvent leur causer beaucoup de dégâts. Et ça se rajoute avec évidemment un truc que Trump n'aurait pas voulu voir sortir, je suppose, la CIA qui va émettre un rapport en indiquant que l'Iran, en vérité, c'est carrément possible qu'ils peuvent tenir encore 5, 6, 7 mois cette situation avant que ce soit vraiment problématique pour leur économie. Vraiment. En vérité, Trump, il est un petit peu jusque-là quand même. Surtout qu'on se retrouve aussi avec une armée iranienne qui est capable de faire des attaques coordonnées. Ils sont pas débiles. Ils savent utiliser leur bateau, ils savent utiliser leur détroit. Parce que bon, c'est quand même pas le détroit des Américains à la base. Et oui, les États-Unis sont 100 fois plus puissants, 100 fois, 1000 fois plus riches même que l'Iran. Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent gagner la guerre comme ça, en claquant des doigts. Ou alors, dans ce cas-là, ce serait un autre type de problème qu'on aurait sur Terre. Et je pense que sortir des vidéos sur YouTube serait la dernière chose que j'aurais à faire. Bon, par contre, quand l'Iran a montré fièrement ces images de centaines de speedboats, Trump, évidemment, a répondu avec, encore une fois, une image de lui faite en IA, où il est avec ses jumelles et il y a des trucs qui explosent partout en face. C'est Donald Trump. Donc, Trump va une nouvelle fois dire, en fait, que l'Iran a déjà plus ou moins accepté les termes d'un vrai cessez-le-feu, la fin du conflit, tout va rentrer dans l'ordre, etc. Et en face, on a l'Iran qui va émettre la liste de ses demandes pour que ce conflit s'arrête. La liste, elle est là, je vais vous la donner. Donc l'Iran, elle veut que le blocus dans le détroit d'Ormuz s'arrête. Elle veut de nouveau avoir le total libre accès de pouvoir exporter son pétrole. Elle veut aussi qu'il y ait un cessez-le-feu réel au Liban. Elle veut que toutes les sanctions américaines soient levées. Toutes les sanctions américaines.
même les anciennes, de ce que j'ai compris. Elle veut aussi que le détroit d'Ormuz soit rendu intégralement au contrôle iranien, peut-être même encore plus de contrôle qu'avant. Et elle veut aussi qu'on leur dégèle leurs assets. Alors, j'ai abordé ce sujet déjà dans la dernière vidéo. Les États-Unis d'Amérique ont gelé des tonnes et des tonnes de comptes crypto, comptes bancaires appartenant à l'Iran tout simplement, ou bien des hauts placés iraniens. On parle de milliards et l'Iran, elle veut les récupérer, voilà, tout simplement, parce que là, c'est bloqué. À votre avis, quelle était la réponse de Trump ? À votre avis, est-ce que Trump a dit oui ? Est-ce que Trump a dit peut-être ? Est-ce que Trump a dit non ? Il a dit non, voilà, il a dit non, tout simplement. Et donc, on a cette histoire de la France qui se fait attaquer, pas attaquer en vérité, mais en vérité peut-être attaquer par l'Iran. On a Macron et le gouvernement français qui va d'ailleurs nous dire ça. Les tirs qui ont visé hier un bateau CMA-CGM montrent de toute évidence que la situation reste dangereuse. Je tiens à noter et à rappeler devant vous que le bateau CMA-CGM n'était pas sous pavillon français. Il s'agissait d'un pavillon maltais avec un équipage philippin à qui nous faisons part, bien sûr, de toute notre solidarité. D'autres ont par ailleurs été pris pour cible ces derniers temps, vous le savez. En l'état, ce n'est donc en aucun cas la France qui a été visée. Et le président de la République a tenu à le dire exactement dans ces termes. Mais alors pourquoi moi, mon avis à moi en tout cas, mon avis personnel, juridiquement, je tiens à l'annoncer, ce n'est que mon avis personnel. Pourquoi la France, si, a été attaquée, et ça c'est du mytho en fait. Il faut comprendre comment fonctionne le système de tous ces pétroliers, le système de tous ces bateaux, parce que on parle pas que de pétroliers, mais aussi simplement de bateaux de cargaison, bref. La France et tous les pays dans le monde, mais là on va parler de la France. La France, dans ce cas-ci, on va avoir une compagnie qui veut, par exemple, aller chercher du pétrole dans le détroit d'Ormuz. Elle va donc envoyer des bateaux, on va les charger en pétrole, elle va revenir en France, on a du pétrole. Non, ça fonctionne pas comme ça. Pourquoi ça fonctionne pas comme ça ? Eh bien parce que mon ami, il y a ce qu'on appelle des taxes, et les taxes, elles sont chères. Du coup, les compagnies, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien en fait, elles vont faire construire ou acheter des bateaux. Ces bateaux-là, ils vont pas appartenir à la France. Ces bateaux-là, ils vont être sous un autre drapeau. C'est légal, mais c'est hypocrite. Mais c'est légal, hein. Et donc là, en fait, on a un bateau dans le détroit d'Ormuz qui va se faire ouvrir en deux par l'Iran. Ce bateau-là appartient à une compagnie française à Marseille. Mais en vérité, pas vraiment. Parce que, pour défiscaliser tout ça, eh bien, en réalité, dans les papiers, ce bateau est sous le drapeau de Malte. Pays qui, en termes de taxes, c'est beaucoup plus sympa. Donc on a une compagnie française avec un bateau français qui va se faire attaquer dans le détroit d'Ormuz, mais officiellement, il n'est pas français. Officiellement, sur les papiers, il a un peu les deux, mais plus trop français, mais plutôt à Malte. Donc le gouvernement français, il peut dire officiellement, non, mais nous on va rien faire. On va rien faire parce que les gars, on s'est pas fait attaquer, c'est pas un bateau français, d'accord ? Il appartient à Malte. Si Malte, lui, il a envie de s'embrouiller là-bas dans le détroit, qu'il le fasse. Mais c'est pas notre bateau à nous. Mais en vérité, c'est carrément notre bateau à nous. C'est un bateau français qui appartient à une compagnie française. C'est juste tout ce système de Ponzi et ce sac de nœuds qui fait en sorte que ces compagnies-là payent moins de taxes, qui permet de dire que c'est pas un bateau français, mais c'est carrément un bateau français. Et j'ai récupéré une vidéo, d'ailleurs, d'un membre de l'équipage sur place qui vient de se manger la déflagration du siècle. On нашел телефоны. Вот, видишь, в каком состоянии телефоны. Хреначила вот оттуда, вот эту дверь вынесла. И вон с того помещения этот самый воркшоп, мастерская. Что такое? Там пожар был, я его тушил, пожар. Вон там все, блядь. Вот оттуда дрон и прилетел, блин, пробил нахер. Нам пробил борт. И вот оттуда вот пошла волна. Вот эту дверь выбила, вот она здесь находится. Вот она валяется, вот эта дверь. Alors, ça parle ukrainien parce que, comme elle a dit d'ailleurs la porte-parole ou conseil des ministres, je connaissais pas cette personne, effectivement, c'était des Philippins qui étaient sur le bateau et aussi un Ukrainien. C'était un équipage d'environ 20-25 personnes et il a filmé juste après que ça soit déroulé. Bon, la vidéo est beaucoup plus longue, mais en clair, il passe un peu partout dans le bateau, c'est pété partout, d'accord, c'est cassé. Et on a quand même quelqu'un qui a été très gravement blessé, dans des conditions très sérieuses, du coup qui a été, je crois, récupéré par l'hélicoptère. On a les autres qui sont blessés moyennement, donc voilà,
ils sont là. Et on se retrouve avec notre gouvernement qui nous dit que non, on n'a pas été attaqué. Moi, voilà, je laisse ça là. Voilà aussi, alors ça, faut prendre avec des pincettes. Pourquoi faut prendre avec des pincettes? Parce que, officiellement, encore une fois, il n'y a aucune preuve. Mais on a des images satellites, on a des images qui sont prises par des avions, des drones. Il semblerait que l'Iran, à force de plus pouvoir exporter son pétrole, elle en a trop, elle a plus de quoi les stocker. Du coup, potentiellement, je dis potentiellement parce que ça peut vraiment causer des problèmes si j'annonce un truc aussi gros, parce que on va croire que c'est un des trucs les moins graves que je vais dire dans cette vidéo, mais en vérité, c'est une très grosse affaire. Donc, c'est possible, mais j'en ai strictement aucune idée, que l'Iran commence à vider des tonnes et des tonnes de pétrole dans l'océan. Voilà, on a des images qui sont en train d'arriver. Est-ce que c'est un accident ou plusieurs accidents à la suite? Parce que on retrouve ça à un autre endroit aussi. Est-ce que c'est fait de façon délibérée? J'en ai aucune idée, personne n'en a aucune idée. On peut pas savoir, mais en tout cas, il y a cette situation où on se retrouve avec là des tonnes et des tonnes de pétrole qui sont déversées dans l'océan, mais il n'y a pas de bateau qui coule autour. Donc c'est vidé quoi. Et là, on se retrouve avec le gouvernement américain qui est en train d'enquêter. Il arrête des personnes pour les passer sous audition. Alors je dis gouvernement américain, mais c'est le département de la justice américaine, peu importe, qui est en train, de lancer des procédures parce que il a remarqué qu'il y a certains individus plus ou moins proches du gouvernement américain actuel qui auraient fait depuis le début de cette histoire avec le détroit d'Ormuz des milliards de dollars, des milliards, l'argent qui pleut du ciel. Je vais vous raconter un petit peu les trucs qui leur a le plus sauté aux yeux, vous allez rigoler avec moi. Alors le 23 mars, 15 minutes avant que Trump prenne parole en expliquant un move qu'il allait faire en Iran, notamment le fait qu'il allait pas attaquer l'Iran parce que ça allait être repoussé, qu'il allait avoir un cessez-le-feu et tout, on a des traders qui ont mis 500 millions de dollars comme quoi le prix du baril allait tomber. Je vous le rappelle, s'il y a un cessez-le-feu, si la guerre s'arrête, le prix du baril s'effondre. Si la guerre reprend, le prix du baril explose à nouveau. Et donc là, 15 minutes avant que Trump annonce qu'il allait avoir un cessez-le-feu et que le prix du baril allait tomber, on a des traders qui ont parié 500 millions de dollars. Et je dis parier, mais en vérité, ils ont shorté, mais je vais pas vous prendre la tête avec des termes. 500 millions de dollars en pariant que le prix du baril allait tomber 15 minutes avant. Et ils ont fait des tonnes de thunes. Ça s'arrête pas là. En avril, 7 heures avant un nouveau cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, on a des traders qui ont mis cette fois-ci presque 1 milliard de dollars en short sur le baril. 1 milliard. Évidemment, quelques heures après, Trump annonce qu'il y a un cessez-le-feu. Le prix du baril s'effondre à nouveau alors qu'il venait déjà de remonter. Et donc, c'est encore des milliards de générés. Le 17 avril, 20 minutes avant que le ministre des Affaires étrangères iranien annonce que le détroit d'Ormuz allait réouvrir. Donc, évidemment, je vous le rappelle, si ça réouvre, le prix du baril de nouveau va s'effondrer. 20 minutes avant qu'il dise ça, il y a des gens, encore une fois, qui ont mis 760 millions de dollars en shortant en disant que le prix du baril allait s'effondrer. Vous vous rendez compte un petit peu, mais du foutage de gueule de cette situation. Le 21 avril, 15 minutes, encore une fois, avant que Trump annonce qu'il allait étendre le cessez-le-feu 15 minutes avant. Et bien évidemment, on a encore ces traders qui ont, je sais pas, des paroles de Dieu directement qui leur sont projetées dans la tête. Ils vont aller shorter sur 430 millions de dollars. Comme quoi donc le baril allait tomber. C'était 15 minutes avant que Trump annonce son speech et le prix du baril est tombé et ça a encore une fois fait des milliards. Bref, donc on se retrouve avec ces personnes-là qui passent en audition parce que soit ils ont beaucoup de chance, soit ils ont des amis très haut placés. On se retrouve avec une situation donc qui est de plus en plus compliquée à comprendre. Ça me prend des heures de démêler le vrai du faux de toutes ces situations. Moi, je lis des centaines de PDF sans images. Ça me bourre la tête. Je vous promets que ce conflit, il est nul. Déjà, tout conflit sur Terre est nul. Et il n'y en a aucun qui me fait plaisir à couvrir. Mais là, ça n'a plus aucun sens du tout. Du tout. Ça n'a plus aucun sens. Bon, c'était Théo, on se retrouve demain pour une autre vidéo sur un autre sujet. Parce que là, c'est bon là. Je reviendrai là-dessus quand il se passera un gros truc.